Bien voilà, un retour à la maison qui fait du bien pour Genève Servette pour signer un deuxième succès consécutif dans leur début de saison. Plus grand-chose finalement ne s'est passé dans ce troisième tiers. Nous, on a suivi ça d'un œil attentif avec Freddy Bobillier, Fabien Guignard et Stéphane Rochette. Mais c'est vrai que Genève avait fait le plus dur finalement dans la troisième période en marquant ses 2 buts sur la fin. Il a été vraiment en mode gestion, Freddy. Oui, exactement. Ça a été dit. Le momentum, le fameux momentum était du côté bernois à l'espace de l'égalisation. Ensuite, Genève a sereinement contrôlé la situation, marqué ses 2 buts qui ont fait mal juste avant la fin de la deuxième période. Et puis dans la troisième, c'était simplement du contrôle. Et puis on a vu, Temernes, il a certainement de nouveau fait 25 à 28 minutes sur la glace ce soir, mais il n'a jamais été dans les gros efforts, sauf sur le deuxième but, vraiment où il a fait un travail extraordinaire. Bon, c'est vrai que Berne, Fabien Guignard, ne pouvait peut-être pas plus. On l'a expliqué tout au long de la soirée. Ça s'est encore confirmé dans ce troisième tiers. J'ai pas envie d'accabler Berne et puis d'être trop dur, mais Stéphane en a parlé un petit peu, on en rigolait un tout petit peu entre nous aussi, mais j'ai l'impression que Berne joue un petit peu comme dans les années au début des années 2000, c'est-à-dire qu'on essaie avec beaucoup de vitesse, fort, comme disait Stéphane, les analyses, mise en échec, mais il n'y a pas vraiment de mobilité sur les pieds, il n'y a pas vraiment de vitesse, il n'y a pas de grande qualité technique sur l'ensemble du groupe. Et puis, si on regarde encore une fois le line-up de Berne, aujourd'hui, ils annoncent un blessé. Ça veut dire qu'ils ont pratiquement de l'équipe au complet. Ouais. L'équipe de Genève a encore eu de la réserve avec Tanner Richard, Pouliot, Mercier Kudari, peut-être encore un étranger si Pouliot devient suisse. Pour moi, il y a un gros écart. J'ai l'impression que Berne va devoir se renouveler. Et jouer du hockey et trouver des joueurs qui puissent être à même de jouer un hockey un peu plus moderne. C'est une certitude. Allez, si vous n'étiez pas avec nous depuis le début de la soirée, on va vous résumer ce qu'il s'est passé ce soir dans cette soirée à 6 matchs, à commencer avec le match studio Genève-Berne. C'est toujours des rencontres assez intéressantes entre les deux clubs quand ils s'affrontent. Le public était bien sûr dans les tribunes, mais la tribune principale nous a semblé bien dégarnie. C'était aussi le retour au jeu d'un certain Simon Lecoultre ce soir, Stéphane. Simon Lecoultre qui se met en évidence rapidement pour une charge qu'on va qualifier tout de suite de correcte, mais que Bader a failli finalement voir sa soirée se terminer très rapidement. Ouais, c'est toujours, ça fait toujours mal de voir ces gens. Il s'est relevé sans danger, il a continué le match, mais il aurait pu rester sur la glace, ça aurait pu être très grave. Il s'en tire bien, il n'a pas mal évalué la distance avec Lecoultre, puis c'est vrai que le geste de Lecoultre était surprenant, il a pinché, mais il a pinché de côté, il n'était pas stick on puck et le contenir. Je pense que Lecoultre s'est raté aussi un petit peu finalement, mais il n'y arrivait rien de méchant. C'est les pieds sur la glace, il l'a appuyé. Je pense que c'est un peu la faute à pas de chance sur cette situation-là. Freddy, dans la première période, Genève a totalement maîtrisé son sujet, a pu marquer une fois, c'est ce but de la 12e minute. Tyler Moy profite de la passe de Stéphane Patry pour ouvrir le score. Et d'une grosse incompréhension dans le repli défensif bernois. Il manque un défenseur, Hunter Sander, qui était sur le banc. Le voit hésiter à revenir au jeu ici. Le geste technique de Moy, de Moy, était parfait. Contrôle du patin et puis avec un peu de réussite quand même parce que le puck est en l'air. Il le rabat avec sa canne. Mais une belle contre-attaque genevoise, rondement menée et puis une belle ouverture du score. J'ai envie de dire que 1-0, Fabien, après 20 minutes pour Genève. Sur les 20 premières minutes, Genève aurait clairement mérité de faire beaucoup mieux. Berne était limité ce soir et dans le premier tiers était encore pas dans le match. Donc Genève, effectivement, s'est créé beaucoup d'occasions. On l'a vu sur les analyses de Stéphane après la première période, était vraiment pas dedans et ils auraient pu se passer une soirée beaucoup plus tranquille. Ouais, et derrière, réaction bernoise après la mi-match pour aller à l'égalisation, Stéphane. On met un puck sur la cage de la part d'Hunter Sander et un gros cafouillage. La défense genevoise ne s'en sort pas. Gauthier Desclous essaye tant bien que mal de bouger dans tous les sens et ce puck revient sur l'astucieux Cory Conacher. Ouais, Conacher qui a arrêté. Ça, c'est un but à l'arrache, en fait, devant la cage. Le puck était partout, nulle part à la fois. Finalement, c'est Conacher qui a pu mettre la rondelle. Évidemment, il est habile. Il n'a pas hésité à la monter vite dans la lucarne. Là, c'est quand même un marqueur, Conacher. Cowan était là aussi. Donc, voilà. Donc, c'était très simple, mais ça a fonctionné. Mais on s'est raté beaucoup d'autres fois, par contre, où on a même du déchet technique par moment, je trouve. Oui, mais c'était du déchet technique, mais notre commentateur Jean-Philippe Fabien nous l'a dit, c'était quand même un bon moment pour Berne, ces séquences entre la 28e et la 35e minute de jeu. C'était un moment fort pour eux.
Ils ont réussi à égaliser, mais on ne les a jamais vraiment sentis capables d'en faire plus. Ben, sur l'ensemble du match, pas. Mais par contre, c'est sûr que tu as des séquences dans un match qui peuvent te faire tourner clairement une soirée. Donc là, Berne marque sur un power play, enfin, qu'on va appeler un power play, mais toujours est-il que le puck est au fond. Juste derrière, ils ont 2-3 occasions très dangereuses. Il suffit juste qu'ils en mettent un derrière encore et puis ça les lance. Et heureusement, Genève a réussi à éviter ça. Ils n'ont en tout cas pas la réussite d'une équipe qui est en confiance. Ça, c'est clair. Quoi. Non, c'est sûr qu'ils sont une équipe limitée. Ils vont gagner des matchs quand même. Ils sont quand même pas non plus... on sait que c'est une équipe... On le sait à Berne qu'on a une équipe limitée cette année, mais là, ils sont spécialement dans une mauvaise passe en plus. Puis quand ça part une saison comme ça, 0-4, là, ça joue dans les casques, etc., les fans aussi, etc. Et là, j'espère qu'on ne va pas appuyer sur le bouton de la panique trop vite avec le jeune entraîneur, là, parce que ça, c'est toujours le danger. Hein, t'engages un jeune entraîneur, notre commentateur Jean-Philippe le disait, l'entour de gens plus âgés, etc. Il faut surtout... Le problème à Berne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chefs autour de lui. T'as Marc Streit, qui va sur la glace, qui donne des conseils. T'as un assistant, t'as Raph Feiner. Donc, on a beaucoup de dirigeants. Et le risque, c'est de se perdre. C'est qui dirige vraiment, qui a la main mise sur l'équipe, etc. Puis le jeune entraîneur, là, ça va être compliqué pour lui. 0-4, là. Bon, le directeur sportif l'a quand même pris avec lui dans ses bagages depuis Davos. Oui, donc je pense qu'il a sa confiance. Il a sa confiance et puis il sera un peu le filtre pour pas que ça passe. Il a sa confiance jusqu'à temps qu'il l'ait plus. Hein. Jusqu'à ce que ça... Voilà. Ouais, bien sûr, on va quand même voir les 2 derniers buts de cette rencontre, puisque Genève a plié l'affaire en moins de 40 secondes avant la 2e sirène. Un but qui fait preuve d'une solide jouerie de la part de Tom Ernest, qui arrive à se relever. Stéphane nous l'a analysé. Ensuite, il y a un gros décalage qui permet à Jacques May de loger le puck au bon endroit, Freddy. Ouais, la finition est parfaite avec... un jeu, beaucoup d'espace gagné grâce au travail de Tom Ernest à la bande, la passe rapide de Rod vers Jacques May. On voit que tous les Bernois sont très creux dans la zone. Ça oblige Anderson à prendre un risque énorme en se mettant à genoux devant le tir. Et puis la lucarne a été trouvée par Jacques May. Et c'est le premier but de Benjamin Antonietti sous ses nouvelles couleurs, si on peut le dire comme ça, suite au lancer de Sandy Simons pour battre le gardien Mazzato une 3e et dernière fois, Fabien. Écoute, il y a des schémas simples qu'on essaie de créer, mais qui sont, heureusement pour Genève, ce soir, qui a été facile sur cet épisode. Gagner tes duels dans les coins, monter le puck à la ligne bleue, mettre du trafic devant le but, shooter le puck, dévier. Enfin, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux jeunes, déjà des principes de base. Et puis c'est, heureusement pour Genève, sur cette action-là, ce qu'ils ont réussi à faire très, très facilement. Steph, c'est un succès qui va faire du bien à Genève ce soir. Un score bien maîtrisé, une partie bien maîtrisée, hormis ce petit moment de petit doute au milieu du 2e tiers. Après le début de saison, c'est bon à prendre. C'est un match qui devait gagner avec une équipe qui avait déjà un genou à terre, 3 défaites, qui n'était pas en confiance. On a essayé du côté de Berne, mais on n'essaye pas toujours de la bonne façon. Et là, c'était un match clairement à la maison que tu devais gagner pour la confiance de l'équipe. Et je pense que Genève est en selle maintenant. On a une réaction à l'issue de cette rencontre. Il est justement l'auteur du dernier but du match. On va écouter Benjamin Antonietti. Benjamin Antonietti, première victoire pour la première à domicile. C'était important de montrer que les Vernais sont toujours difficiles à prendre. Ouais, c'était important. On n'a pas eu un bon match le premier à Zurich. On a mieux joué à Langnau. Et puis je pense que ce soir, on a eu une performance bien plus complète. Pas facile, bien sûr, mais il n'y a pas de match facile ici. Et puis voilà, un bon résultat à la maison, c'était important. Ça a dû vous faire quelque chose. Vous avez marqué le 3-1 sur une déviation. C'est un moment un peu spécial pour vous. Expliquez-nous pourquoi. Bah, c'est spécial parce que j'avais jamais marqué ni fait de points ici alors que je suis né ici. C'est un peu bizarre, mais ouais, je n'ai pas trop célébré parce que ça ne se voyait pas trop la déviation. Je ne voulais pas passer pour un malhonnête, mais ça fait plaisir. Ouais, on l'a vu tout de suite. Vous avez senti que ça avait touché. Ça faisait 710 jours que vous ne l'avez plus marqué. Vous aviez ça. Vous savez encore quand c'était ce dernier but? Je pense les playoffs contre Zug. C'était le 5 octobre 2019 sous le maillot de Lausanne contre Ambry, le 1-1. Ok, bah ouais, ça faisait longtemps. C'était pas les plus belles années de ma vie là, les dernières, mais voilà, je retrouve du plaisir ici. Une équipe vraiment avec des gars vraiment incroyables et tout. Ils m'ont vraiment pris un peu sous l'oreille et puis je retrouve le plaisir et puis voilà, un goal, ça fait plaisir. Magnifique, félicitations. Ah, le plaisir, c'est toute la différence dans le hockey sur glace, Freddy Mobilier.
Oui, ok, plaisir, mais je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment plaisir de lui rappeler que ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas marqué de but. Benjamin Antonetti, ça fait toujours, ces 2 dernières saisons, c'était un peu plus compliqué là où il était précédemment. Il retrouve du plaisir, tant mieux pour lui. Un Genevois à Genève qui marque des buts, c'est bien. C'est bien, c'est à prendre. Alors on va passer à un autre match qui a eu lieu ce soir. C'est le beau duel entre Zug et Lausanne. Bien sûr, la superbe affiche entre le vainqueur de la saison dernière et une équipe que l'on qualifie de très talentueuse cette année. Et ça commence par un but qui va beaucoup faire parler. Vous allez le voir. D'abord, bien sûr, le petit clip, quelques images avec le top scorer, les jeunes qui sont là, un hommage à Léo Schumacher qui a été fait dans plusieurs patinoires ce soir. Et cette première réussite, on vous la montre, Stéphane va vous l'analyser ensuite. C'est une charge de Saint-Hilaire sur le gardien Tobias Stéphane. Le but, dans un premier temps, Fabien, n'est pas validé. Tagnes parle, finit par prendre son coup de challenge. Les arbitres vont voir les vidéos et valideront le 1-0. Écoute, je me réjouis d'entendre les commentaires de Stéphane avec détail. Chacun a son avis là-dessus. Après, toujours est-il que Tangnes a pris une décision et puis apparemment c'était la bonne puisque ça lui a donné raison. Et quel est le tien, David? Mouille-toi au premier, vas-y. Joker, hein, il veut prendre son joker. Moi j'ai dit de toute façon, quoi que tu disais, je disais le contraire. Bon Stéphane, on va t'écouter, t'as tout le pouvoir avec ta tablette. Moi je pense que c'est une bonne décision, je pense que c'est un bon but parce que, je vais vous le dire tout de suite, le contact, c'est un contact pour moi qui est accidentel en dehors du demi-cercle. Contact à l'intérieur du demi-cercle, accidentel ou pas, s'il y a un but, on doit refuser. Si c'est un contact accidentel et le joueur fait son possible pour éviter le gardien ou joue le puck et il y a un contact, le but doit être accordé. Je pense que c'est exactement cette situation-là. Je vais vous montrer le clip depuis le haut, c'est le plus parlant. Regardez bien. Donc là, il y a Tobias Stéphane qui est à la limite de son demi-cercle. Là, regardez, il est en train d'aller mettre son gant contre la rondelle. Le joueur de Zug est clairement en dehors du demi-cercle et c'est Tobias Stéphane qui... Il sait que le joueur arrive, donc il se précipite un peu vers l'avant pour attraper cette rondelle. Et là, le joueur de Zug, il essaie de jouer la rondelle aussi à la faire dévier. Et moi, je pense que c'est totalement accidentel de la part du joueur de Zug. C'est même Tobias Stéphane qui fait une extension, qui sort de son demi-cercle. Alors, ce qui est important, c'est où arrive le contact. Il arrive clairement, regardez, clairement le contact ici, il est clairement en dehors du demi-cercle. Pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Stéphane, je m'excuse de te couper, mais qu'est-ce qui est dehors? Parce qu'il a les pieds dedans? Non, c'est le lieu du contact. S'il a les gants, c'est pas les pieds du gardien, c'est le lieu du contact. Il y a le pied gauche dedans, le pied droit aussi, mais il y a le haut du corps à l'extérieur du demi-cercle. Donc, c'est ce que je vous dis, ce qu'on nous a dit. Les arbitres nous ont dit, j'étais au cours de superviseur, contact ici, en dehors du demi-cercle, jugé accidentel parce que le puck est là et après le puck rentre. Moi, je pense que je dis que les arbitres ont été instruits dans cette situation-là de donner un but. Contact accidentel en dehors du demi-cercle. Et c'est même Tobias Stéphane, en voulant faire l'arrêt, qui provoque ce contact-là en quelque sorte. Moi, je vous dis, selon ce qu'on donne, les directives données aux arbitres, les directives au club, c'est ça. Bon, Fabien, maintenant, il va falloir prendre l'avis opposé, alors, puis défendre le gardien Tobias Stéphane, vu que tu veux contredire Stéphane. Déjà, j'ai pas envie de parler de zone grise, Steph, mais c'est vrai que c'est tellement limite que prendre une décision, là, c'est honnêtement, j'ai pas envie d'être l'arbitre. Et puis, alors, d'autant plus pour les deux entraîneurs qui sont, eux, loin, donc ils sont pas en mesure de pouvoir juger, ils n'ont pas de caméra. Donc ils ont vu l'écran. Pour le challenge, ils ont le droit de regarder leur tablette, mais écoute... Pas facile. Moi, Vous avez mon avis, je demande celui à Freddy. On t'a pas entendu, Freddy, vas-y. Alors, le numéro 1. On sort tous les manches. Alors c'est les théories qui ont été données aux arbitres il y a 2-3 semaines en arrière. Pour l'instant, ils s'en souviennent encore, mais je te garantis qu'un but comme ça en fin de saison, ils ne le donnent pas. Peut-être. Mais enfin, là, il y a tout le corps de Stéphane, qui est du gardien de Lausannois, qui est dans sa maison. Oui, tu dis qu'il va en avant pour prendre le puck, mais évidemment qu'il doit aller en avant pour le prendre. Je suis d'accord avec toi. Ça, il va faire le mouvement comme ça, il ne va pas attendre que le puck arrive en arrière, derrière lui comme ça, et laisser la chance à l'attaquant. Il va en avant parce qu'il sait que le joueur arrive. Il doit l'anticiper. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a contact avec l'épaule à la tête, de surcroît. Alors, est-ce qu'on peut donner un contact à la tête au gardien?
Non, mais regardez, le joueur, il veut faire dévier la rondelle. Ça arrive beaucoup plus vite. Nous, on le voit au super ralenti. Mais le joueur. Stéphane. Moi, écoutez, ce que je trouve incroyable. Je vous dis que selon ce que les directives qu'ont reçues les arbitres, c'est une décision que Moi, je je joue trouve encore correcte. peut-être de mauvaise foi. Est-ce que Stéphane ne s'avance pas en sachant peut-être qu'il y aura contact et faute sur lui? Oui. Ben, pas faute, mais Oui, Stéphane. il sait que le gars arrive, puis il dit, vous me dépêchez d'aller le choper avant que le gars passe devant moi. Et là, il s'extensionne le bras à la fin, il en rajoute un peu, mais le joueur de Zug, en aucun moment, il a son corps dans le demi-cercle du gardien. Donc, ce qui fait que s'il y a un contact avec le gardien, c'est forcément dehors. Il y a un autre, je peux vous donner un exemple encore plus évident. Le gardien peut être totalement dans son demi-cercle, mais le gant à l'extérieur. S'il y a quelqu'un qui frappe le gant, le contact est à l'extérieur. Ouais. Tu me Première situation. Moi, je trouve. Je te vois, sur je t'entends appliquer sur le fond, le règlement, mais... si tu réfléchis en termes de hockey, tu dis, ouais, c'est vraiment limite, comme il bouscule quand même le gardien. Ça, si vous réfléchissez en termes de feeling de hockey, comme moi. Et je vous dis qu'on a standardisé les trucs cette année. On a dit, voilà, où arrive le contact. Si c'est en dehors du demi-cercle, mais le gars fait exprès ou ne fait absolument rien pour éviter le gardien, ou le puck n'est pas là, le puck arrive. Il peut dévier le puck. Stéphane. Alors, Stéphane on va mettre fin, messieurs. Non, juste une dernière. Moi, j'aime bien avoir Stéphane fait le pas en avant pour l'un, mais Saint-Hilaire, il fait rien pour éviter Stéphane. Lui joue le puck, donc ça arrive. Mais les deux jouent le puck. Les gars, Il fait rien toutes pour les éviter, réponses mais il est sont à bonnes. l'extérieur C'est vrai. Je vous dis que moi, j'aurais pris la même décision qu'eux sur la base de la vidéo en fonction des cours. Et j'étais là, des instructions qu'ils ont reçues. Sauf que tu viens de perdre un abonné parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il a dit, si Stéphane nous arrive à nous démontrer que le but est valable, je résilie mon abonnement. Mais il y en a 10 autres qui se sont abonnés. En tout cas, ce but aura quand même une conséquence sur l'issue de la rencontre, même si Lausanne derrière va d'abord, dans un premier temps, égaliser avec Ronald Kellins qui va profiter d'un assist de Jäger qui voulait peut-être, Freddy, un petit peu plus attaquer le filet et qui voit ce puck lui échapper et arriver sur Kellins. Bon, en tout cas, il a saisi une opportunité. Zug joue quand même assez serré défensivement. Là, il passe derrière la cage. Il a voulu surprendre tout le monde en passant au premier poteau. Il a peut-être raté son mouvement. Néanmoins, Kellins était assez vif pour se présenter au bon endroit et pour profiter de l'égalisation. Il y aura le 2-1 d'une erreur de l'autre côté de la patinoire à la ligne bleue. On a été un petit peu trop agressif. Là, vous le voyez. Derrière, on est déstabilisé, on est mal organisé. Kovar pour le but de Reto Souris. Fabien, c'est le 2-1, le but qui va faire mal à Lausanne dans cette soirée. Ouais, clairement. Puis c'est sûr que Kovar, dans ce genre de situation, c'est quelqu'un qui a l'œil, qui a les mains. Et des occasions comme ça, il lui en faut pas 15 en principe. Pour donner ce puck juste au pile poil au bon moment. Le timing est incroyable. Hein? Ouais. Il y aura encore le 3-1, Stéphane, victoire 3-1 de Zug finalement, alors que Lausanne a évolué en powerplay, c'est Simeone qui a marqué dans la cage vide. Lausanne, ça leur fait maintenant 2 matchs. 0 points après la défaite 3-2 à Lausanne. C'est clair, ils sont allés jouer à Bienne. À Zug, c'est pas un début de saison facile, mais c'est pas non plus le début de saison qu'on pourrait espérer du LHC. C'est pas ce que John Fuss espérait, évidemment. Tu pars 0-2, là, comme ça commence à jouer dans les casques. Ce soir, je regarde les statistiques. On a suivi ce match-là du coin de l'œil, évidemment, parce qu'il y en avait plusieurs. 30 tirs à Lausanne, seulement 18 pour Zug. Zug avait 14 tirs à 5-6 minutes de la fin. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai vu et ce que je vois des stats, Lausanne n'a pas forcément fait un mauvais match. Mais moi, ce que je constate de Lausanne, et je pense que ça risque de se reproduire cette année, c'est qu'on n'a pas remplacé la touche offensive de Malguin et Hudon. Le petit coup de génie de Kovar qu'on avait de Malguin et de Hudon l'année passée, on ne l'aura pas cette année. On va probablement dominer pas mal de matchs parce qu'on a un volume de jeu, puis on a 4 bonnes lignes. Mais est-ce qu'on aura le talent pur pour faire le petit jeu, le petit truc qui peut faire la différence dans un match comme ça où on peut aller arracher un point ou une courte défaite. Et je pense que ça va arriver sur ressenti aussi en Ligue des Champions et peut-être sur les derniers matchs amicaux, Fabien, c'est qu'à l'offensive, pour l'instant, on n'a pas encore ce feu sacré. Non, puis je dois rejoindre Stéphane, c'est la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment le trouver sur l'ensemble de la saison? On se souvient l'année passée, avec Malguin, les débuts de saison, souvent Lausanne gagnait de 2 buts. Et souvent, on avait des buts de Malguin qui a fait un début de saison pharaonique. Et puis, Hudon s'est greffé aussi à ce genre
Mais tu as besoin de buteurs pour gagner des matchs. Hein. De toute façon, c'est inévitable. Des joueurs, il y en a plein qui marquent 7-8 buts par année. C'est ça. Mais ça ne te permet pas de passer sur le haut du C'est ça. Je pense que sur Lausanne, il va y avoir souvent des matchs comme ça où peut-être qu'on aurait mérité mieux ce soir. À Bienne, c'était pas catastrophique, mais on perd pas. Mais tu perds quand même. À la fin de l'année, ça fait des points en moins. Donc, on a un paquet de joueurs qui vont faire 25, 30, 35, 40 points, mais on n'a aucun joueur. Varone, par exemple, c'est un étranger, à mon avis. Ils l'ont signé que pour une année, puis je pense qu'ils ont bien fait. C'est pas que c'est pas un bon joueur de hockey, c'est qu'il manque un peu de vitesse pour jouer dans le championnat. Il n'est pas assez explosif, puis c'est un gars qui trouve pas les lignes de passe facilement, etc., qui crée pas, qui génère pas beaucoup d'attaques, puis c'est pas un gars qui va nous faire 50 points comme d'autres étrangers. Messieurs, réaction à l'issue de ce match d'un ancien biennois néo-lausannois qui est venu répondre à nos questions. Jason Fuchs, 30 tirs cadrés ce soir contre Giannoni, et puis plus d'1 minute 30 à 6 contre 3 là, en fin de match. Ça voulait pas rentrer? Non, ça ne voulait pas rentrer. Je pense que surtout au deuxième tiers, on a vraiment bien joué. On les a mis sous pression, on a tourné dans leur zone, on a créé des chances, on a shooté, ça ne voulait pas rentrer. Il y a des soirs comme ça. Après, je pense que quand tu as des occasions comme ça en powerplay, autant qu'on a eu en fin de match, un but, il doit rentrer. Tu dois être capable de marquer le but pour revenir à 2-2. On n'a pas fait les petits détails juste sur ces situations. Et puis on prend un but dans le but vide. À vous entendre, il y a quand même du positif sur cette rencontre. Ouais, je pense qu'il y a du positif. Je pense si on regarde vraiment le deuxième tiers, on les a vraiment mis sous pression, on a vraiment bien joué. Le troisième tiers par moment aussi, on a bien joué, on les a mis sous pression, on s'est créé des chances. Ça ne voulait pas rentrer. Giannoni a fait un bon match, mais c'est pas une excuse. Je pense qu'on aurait pu donner encore un petit peu plus sur la finition. Merci beaucoup, Jason. Bon, on est assez rassuré sur les propos de Jason Fuchs, qui nous dit finalement ce que l'on a relayé là, c'est qu'il n'y a pas d'excuse à avoir, on peut encore en faire plus, et c'est ce qu'on attend, Freddy, de ce Lausanne Hockey Club. Bon, dans son discours, on sent que le doute, il n'y a pas de place pour le doute, il sait que l'équipe a du potentiel, mais en même temps, j'aimerais dire aussi quand même que le fait que Joris quitte, Berchi a signé à Fribourg, je pense que ça crée quand même des discussions aussi à l'interne, ça déstabilise le groupe, et puis, mais il ne veut pas le faire transparaître en tout cas. On parle un peu de Zouk quand même, Fabien. Le début de saison est réussi. On parle quand même d'une équipe qui a perdu Alatalo, qui a perdu Diaz, qui a perdu Grégory Hoffman, mais qui signe son 4e succès en 4 matchs ce soir. Oui, il continue sur la lancée de l'année dernière, j'ai envie de dire. Non, voilà, tu gagnes 4 matchs, c'est génial. Mais il n'y a rien d'exceptionnel parce que de toute façon, tu sais qu'il te reste une saison gigantesque encore à faire. Par contre, tu perds les 3 ou les 4 premiers comme Berne et c'est un petit peu plus compliqué. Donc oui, de toute façon, les points, il faut les faire, mais il y a encore un grand bout de chemin à faire. Allez, il se passe des choses dans cette soirée. Il y a encore un match qui n'est pas terminé et on va aller vous le faire vivre en direct avant de vous le résumer après. Bienne Fribourg, il y a eu des rebondissements en fin de rencontre et là, on va débuter la prolongation et on vous fait vivre le commentaire maintenant en direct. Der Verlängerung. Und auch hier Rajala, Toni Rajala, der vor dieser Runde als Topscorer größte der Liga. Heute noch einmal gepunktet hat. Ein Punktekonto geöffnet hat. Die Bieler, die Fans, die jetzt natürlich Morgenluft wittern und sich vielleicht den Zusatzpunkt noch sichern können. Joran van Pottelberg, auch er mit einer sehr guten Leistung. Beim Treffer von Motte hat er nicht ganz 100%ig alles dicht machen können, aber sonst die beiden Goalies wirklich auf dem Posten. Mitschuldig daran, dass es nicht mehr Treffer gegeben hat, schon in der regulären Spielzeit. 4-3, das Überzahlspiel wegen der Strafe von Sutter, die noch 1 Minute und 27 Sekunden laufen würde. Im Konjunktiv, denn wenn die Bieler hier einen Treffer schießen, dann ist das Spiel zu Ende. Ein Duell, das wir öfters gesehen haben heute Abend. Derne gegen Salinen, der Kleine gegen den Großen. Rajala, Salinen, Rathgeb und Hügli, die 4 Bieler.
gegen Marchand, Derne und Gandersen. Gandersen sehr viel Eiszeit wieder heute Abend. Mehr Eiszeit als Diaz. Rajala. Hügli. Rathgeb. Hügli und dann der Ablenker von Salinen. Hügli sofort wieder zum Tor hingespielt, sehr gut gemacht. Scheibe bleibt heiß, bleibt im Angriffsdrittel drin. Rathgeb, Rajala. Schon einige Male geschossen aus seiner Lieblingsposition. Von halb rechts, 35 Sekunden noch, dann kann Suter von der Strafbank zurück auf 6. Ja, das war knapp hier. Formationen ausgewechselt. Ein Gaetan Haas fehlt jetzt natürlich bei den Bielern für diese Phase. Jakowienka, Brunner, Ischier vor dem Tor, Hofer ebenfalls da, Mauro Jörg, Walser und Diaz, die 3 Freiburger, die nicht verhindern können, dass die Bieler durch Hofer hier doch noch den Siegtreffer erzielen. Hofer ebenfalls Doppeltorschütze am heutigen Abend. 6:75. Das also der entscheidende Treffer noch im Powerplay. Und es geht bei uns auf dem Sender bei MySports One weiter mit Puck and Goal, die Highlights. Weiterhin viel Spaß mit unserem Eishockey-Abend auf MySports. Wer hätte das gedacht? Schlussendlich noch DHC Biel als Sieger hier in der Verlängerung vom Eis gehen zu sehen. Aber die Bieler haben sich wirklich diesen Erfolg hart erkämpft. Fabio Hofer, Doppeltorschütze. Merci Thibaut Heyer. Eh bien, ça n'a pas tardé, mais quel rebondissement quand même dans cette rencontre entre Bienne et Fribourg. Avant d'aller à ce but que l'on vient de suivre, on va quand même le résumer dans l'ordre, la soirée qu'il s'est passée, parce que Fribourg avait vraiment tout en main pour passer une soirée tranquille et continuer de malmener Bienne comme ils l'ont fait par le passé dans la saison dernière notamment, et tout avait commencé rapidement. Les powerplay, j'ai envie de dire, Fabien, qui aide Fribourg à bien jouer. La passe de Motet, qui cherchait peut-être à tirer, arrive sur Di Domenico, ça fait 1-0. Ouais, c'est sûr que powerplay, mais on voit que Fribourg a mis une énorme pression sur les défenseurs biennois qui étaient pratiquement en mesure de sortir le puck, et puis ils les ont pas laissé souffler une énorme pression. Et puis c'est sûr que quand tu es à 4 et que tu n'arrives pas à sortir le puck tout de suite, tu as les jambes qui commencent à brûler et ça devient de plus en plus compliqué. Ça, c'était la 6e minute de jeu. Ensuite, on va avancer jusqu'à la 31e, un moment du 2-0. Regardez la passe de Julia Sprunger, elle est superbe pour encore Christopher Di Domenico qui s'offre un doublé. Mais Freddy, j'ai envie de dire, Van Pottelberg, il ferme pas bien son poteau là sur le coup. C'est ce que j'avais envie de dire sur l'ensemble du match, de tout ce qu'on a pu voir. On sentait quand même bien fébrile de par son gardien avec ce deuxième but accordé, puis le troisième qu'on va voir tout à l'heure de Motet, alors que de l'autre côté, Berra arrêtait tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre la 49e, la 50e, enfin la 49e et la 60e minute du côté de Fribourg. Mais ça s'appelle un blackout, je crois. Un blackout, ouais, mais un match c'est 60 minutes, quoi. Et puis, on ne peut pas se contenter de jouer 50. Alors, c'est clair, Bienne est en confiance. Bienne a gagné ses derniers matchs. Fribourg se devait de montrer quelque chose ce soir. Il a montré 50 minutes, ça ne suffit pas. Oui, parce que ce qui va mener même Fribourg au 3-0, c'est d'abord la mise en échec fautif, pas belle du tout, du nouveau défenseur Victor Löw, Stéphane, là, qui s'élève sur le Fribourgeois, qui l'aplatit. Renvoyé au vestiaire.
c'est tout à fait correct. Il n'y a aucune discussion possible. C'est un geste dangereux, vicieux. Il le savait que le joueur était contre la bande. Il saute, il y a extension du corps, il écrase la tête contre la bande. Tout y était. Sévère sanction pour moi. Ça mérite plusieurs matchs de suspension parce que c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Il y a tout qui est. Hein? L'élan, par derrière, il saute, il écrase la tête. Donc, Les bras en haut. Les bras en haut. Il n'y a aucune... Regardez. Ben, il n'y a aucune excuse. Le gars est déjà là. Il sait que le puck arrive gentiment puis que le joueur veut protéger sa rondelle. Il ralentit jamais. J'ai hâte de voir la première sanction de l'année, mais elle devrait être exemplaire pour moi. Et du coup, 5 minutes de supériorité numérique pour Fribourg-Gotteron qui va se faire un malin plaisir à ce moment du match d'inscrire le numéro 3, Kylian Motel, hein, tout tranquille, peut avancer, pas gêné et encore aidé, Fabien, par un Van Pottelberg qui cette fois-ci oublie de fermer l'autre côté. Alors je rejoins ce qu'a dit Freddy également, mais regardez Forster aussi qui reste planté dans le slot et puis qui balaye un petit peu de vieille neige là devant. C'est sûr que quand tu laisses rentrer Kylian depuis le côté, le rentrer dans le slot, enfin pratiquement dans le slot, puis tu le pousses pas un minimum derrière la ligne de but, c'est sûr que tu félicite pas la vie de ton gardien non plus. Freddy, ce qu'aurait pu mettre en alerte les Fribourgeois, c'est cet énorme arrêt de Reto Berra qu'on va apprécier sous plusieurs angles, que les Biennois ont commencé à faire le déclic et la remontada. Ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Berra a gardé son équipe dans le match le maximum. Regardez cet arrêt là, c'est juste improbable. Là, j'ai cru que le Biennois allait lui donner un coup de canne sur la tête pour dire que c'était pas correct. Mais j'aimerais revenir sur la faute aussi tout à l'heure. C'est peut-être aussi un signal un mauvais signal évidemment, mais pour réveiller un petit peu l'équipe aussi parce qu'ils étaient menés 2-0 bien. La charge de l'œuvre était absolument dégueulasse, mais ça a réveillé en tout cas les Biennois. Et puis là, Fribourg a peut-être aussi raté le coche en ne marquant qu'une seule fois pendant cette pénalité de 5 minutes. C'est une certitude. Et il y aura justement ces 3 buts coup sur coup du HC Bienne dans cette fin de 3e tiers. Les Biennois, Stéphane, sont capables de ça, justement, de commencer à s'enflammer. Et là, le but est validé pour Fabio Fer. Le puck remonte par-dessus l'épaule de Berra et semble toucher le derrière de la ligne et valider le but pour l'Autrichien. Enfin, qui marque un but encore une fois, efficace, en pleine confiance, arrive dans ses meilleures années, la passe est belle, tire sur réception, c'est la qualité des tireurs. Hein. Ils sont quand même à la vidéo. Ils sont quand même à la vidéo, mais là on voit que le puck bondit. Voilà, le puck est dans les airs, hein. Donc là c'est compliqué, là, c'est au moment où il touche la glace. Voilà, cet angle de caméra-là est trompeuse. On ne sait pas si le puck est sur la glace, mais je pense que les arbitres sur la glace semblaient assez sûrs de lui. Si le puck touche la glace et touche la deuxième ligne, c'est go. Il y a un homme qui fait beaucoup parler de lui depuis le début de la saison, c'est ce Jere Salinen là. Il va marquer le 3-2, il va marquer le 3-3. C'est une des nouvelles recrues dans l'organisation des étrangers de Vienne. À la passe, c'est Rayala et à la finition, c'est Salinen, Freddy. Ouais, tout d'un coup, Fribourg-Gotteron qui tombe un peu dans ses travers, ses erreurs défensives. Et puis évidemment, après le doute s'installe. On commet des erreurs, on fait des fautes, on prend des pénalités. Utile ou inutile, ça on laissera les gens juger, mais de nouveau là un peu de passivité défensive face à un attaquant vif, Salinen devant Berra. Il est étrangement seul quand même, puis là on voit sous terre un petit peu aux abonnés absents quand même. On a été trop tendre, trop naïf dans cette fin de match, Fabien, pour quand même permettre à Bienne de remonter 3 buts comme ça. Oui, très certainement. Après le dernier sur Powerplay, mais j'ai à noter la passe de Raya sur le deuxième but qui est de haute voltige. Il est dans un angle mort sur son back-end, c'est-à-dire qu'il ne voit pas sur sa gauche et puis il arrive il l'a senti son compère du Nord rentrer dans le slot. C'est des connexions qui se font plus facilement. Ah, peut-être. Vienne qui a joué ce soir, messieurs, 13 minutes 10 en powerplay dans l'ensemble du match quand même. Fribourg, 8 minutes de powerplay. C'est 1-9 la statistique en powerplay pour Bienne. 1-9, mais 13 minutes sur le powerplay. Donc, il y a eu des pénalités qui sont des fois tu peux être 20 secondes sur le powerplay quand 2 pénalités se terminent, puis ça fait 0-1. Donc, 1-9. Et voilà, donc peut-être un peu d'indiscipline du côté aussi de Fribourg. Là, il y a eu pas mal de pénalités. La discipline, de manque d'énergie dans la fin, et ça donne le 4-3, ce but en prolongation. Hein. Souvent, Fabien, tu le disais avant, que quand on se fait remonter comme ça, c'est jamais bon signe d'entamer les prolongations. C'est souvent l'adversaire qui a repris les devants et qui gagne. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça c'est un petit peu fréquent quand tu commences des prolongations et puis que les 10 dernières minutes, tu as mangé du pain sec.
commencer, c'est pas là que tu es le plus confiant, pardon. Et puis d'autant plus que Bienne a commencé sur un power play, donc a commencé la prolongation à 4 contre 3. Eh bien, ça donne un 4e succès pour le HC Bienne dans cette saison, qui a toujours su faire preuve de caractère pour continuer pour l'instant son parcours sans faute. On aura perdu, juste une question, pas une question mais une remarque, on a perdu Gaétan Haas au 2e tiers, semble-t-il. Donc ça peut être un coup pour Bienne. Vous allez me dire, ça n'a pas changé la fin du match, mais il est sorti, il a été blessé sur un contact près du banc, une porte ouverte ou quelque chose comme ça, selon notre journaliste. Donc Gaétan Haas blessé, c'est une histoire à suivre. C'est sûr, il était revenu et avait déjà démontré de belles aptitudes offensives, lui qui était plus astreint à les tâches défensives en NHL ces 2 dernières années. Je disais, on va passer au match suivant. Ajoie, pour sa 2e en National League, avait le redoutable honneur d'accueillir le HC Lugano qui sortait d'une défaite 4-1 à Langnau qui n'avait pas du tout plu à Chris Maxorley. Et le retour de Daniel Carr pour son premier match cette saison avec Lugano. Eigenman, top scorer, le retour de Pouilly en défense, ça pouvait être une bonne nouvelle. Mais malheureusement, Fabien, ça va être une soirée très compliquée pour les Jurassiens. Et ça commence à la 4e avec un but de Giovanni Morini. Écoute, je sais pas si on doit commenter tous les buts. C'est sûr que Ajoie a passé une soirée extrêmement compliquée. En tout cas, la première de la saison. On espère tous qu'il n'y en ait pas trop. Mais affronter Lugano après une ou 2 défaites, je me souviens plus exactement. Une, mais une lourde défaite. Ouais. Avec un Chris Maxorley qui a certainement fait siffler les oreilles de certains de ses joueurs. Pas certainement, oui. C'était pas le bon moment pour Ajoie de les affronter. C'est arrivé. Chris Maxorley a mis son pied par terre, semble-t-il, ce week-end du côté de Lugano. Il y a eu des petits comptes qui se sont réglés dans les vestiaires déjà. Voilà, c'est Chris Maxorley aussi, on le connaît. Et réaction il y a eu parce qu'il n'y aura vraiment pas de match dans cette rencontre. Regardez là, le Duc recule, il a passé une mauvaise soirée. Le nouveau défenseur étranger de Ajoie, il laisse Fazzini se faire plaisir finalement, Freddy. Dommage pour Ajoie, du retour à la réalité. Un match à sens unique avec encore une fois Lugano qui s'est fait secouer remonter les bretelles du côté de la Réséga. Les murs en tremblent encore d'ailleurs. Et puis, voilà, des matchs comme ça, soit on apprend des erreurs qu'on a commises, faut pas que ça devienne non plus se dire, oh merde, c'est la première soirée où on en prend 7, il y en aura d'autres, et puis, non, vidéo, tranquille, regardez, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Bon, on sent qu'il y a quand même une classe de différence entre ces 2 équipes. Il y a le but de Yogi pour le 5-1. Il y aura le 6-1 de Leffel qu'on va retrouver pour s'offrir un doublé sur ce joli tir de la ligne bleue. Et c'est Thibaut Frossard qui inscrira le dernier but de cette rencontre. C'était trop dur, Stéphane, pour Ajoie par rapport à ce qu'ils ont présenté déjà mardi dernier. Trop dur. Écoutez, encore une fois, on va le dire toute la saison, sur le papier, c'est inéquitable, il n'y a pas photo. Donc sur la glace, on a vu ce qu'on voit sur le papier, quelques individualités, beau petit but de Frossard ici, la feinte est magnifique. Yogi qui rentre dans la... Mais bon, ce soir, on a réussi encore une fois à contrer les étrangers d'Ajoie, les fines gâchettes. Asselin est parti sur blessure, semble-t-il, on l'a plus revu. Azan et Devos sont quand même 9 tirs au but à 2. Mais ils finissent le match -3. Et puis le Duc, il est sur la glace pour 5 buts de l'adversaire. Il est -5 ce soir. Mais on sait que cette équipe-là, si tu veux les contrer, il y a une grosse ligne. Puis de temps en temps, une individualité qui va te marquer un but. La question, Stéphane, aussi, ils ont dit une grosse ligne, mais est-ce que c'est une grosse ligne de la Ligue? Non. Parce que ça a été en tout cas les 2 meilleurs étrangers de longues années et de loin dans la Ligue inférieure. Mais est-ce que c'est des étrangers moyens supérieurs, moyens inférieurs dans ce niveau-là? On a encore 2 matchs à passer en revue et c'est une rencontre entre 2 équipes qu'on avait l'habitude de dire mal classées. C'est pas le cas en ce début de saison puisque Langnau est à 1 victoire, 1 défaite et était 6e de ce classement après 3 journées. Et Ambry était invaincu après 2 succès, 6-2 contre Fribourg et 1-2 en prolongation à Zurich. Et regardez ce que font les Léventins, Stéphane, c'est du très très bon en ce début de saison. On a dit, on le répète dans nos pronostics et dans nos théories que l'on peut raconter dans Overtime le lundi à midi. C'est une équipe qui s'est bien renforcée. C'est une séquence des années 70, ça? Oui, je ne pensais pas que ça arrivait encore dans le hockey moderne, ce genre de situation. Disons que la distance entre les attaquants de Langnau et les arrières était assez grande, merci.
Voilà, Costner marque, Bon, il en a profité, quoi. mais Ambry va mener 2, puis 3-0. Freddy, je crois que c'était compliqué d'aller gagner à Lille-Fils. Ouais, alors mais ça c'était avant. Avant ce soir. Ah, c'était avant. Mais effectivement, c'est toujours compliqué d'aller à Lille-Fils, mais en même temps, on sait aussi que Langnau n'a pas fait un gros marché cette année. Ambry est quand même retourné chercher l'enfant prodige du pays qui a marqué son but ce soir, Pestoni. Travaille avec Cereda depuis 3-4 saisons maintenant. C'est dans la continuité, il y a quelque chose. Et puis c'était la saison d'avant où ils avaient réussi à se qualifier pour les playoffs à la surprise générale. Donc, c'est toujours des équipes mal loties, mais Ambry trouve aussi chaque année des bons étrangers. Ils ont de l'expérience avec Kunz dans les buts. Ils ont des gars comme Pestoni qui revient à la maison. Il y aura moins de pression qu'à Berne ou qu'il avait à Zurich. C'est juste plaisir, comme on dit. Et puis, les étrangers, vu que tu en parles, Kozun pour Yetanen, ça fait 3-0 et c'est la 19e minute de jeu à ce moment, Fabien. Ouais, ça fait beaucoup pour une entame de match quand tu joues à la maison. Mais pour rejoindre ce que disait Freddy, moi j'ai de l'admiration et j'ai du plaisir aussi à Ambry qu'on ait misé sur un jeune entre guillemets entraîneur suisse qui fait pour moi du très bon travail. Ambry, c'est pas une équipe qui joue avec des systèmes très compliqués, avec des principes qui sont relativement simples, mais basés aussi sur l'intensité, l'émotion et la fidélité de l'emblème que représente Ambry. Et puis ça fonctionne malgré tout au fil des années relativement bien. L'éternel Harry Pessonen sauvera l'honneur pour l'éthique. Ça sera la seule réussite de la part des Emmentalois ce soir, donc qui s'incline et qui laisse un 3e succès en 3 matchs à la formation de Luca Cereda. Le dernier match de cette soirée est quelque peu particulier. Il va opposer dans le derby du lac de Zurich Rapperswil au ZSC Lions. C'est une rencontre qui, on va tout de suite vous le dire, n'est pas allé jusqu'à son terme, mais qui avait vu Zurich ouvrir les feux à la 17e minute de jeu par, là aussi, un défenseur. C'est un petit peu la fête des défenseurs ce soir, surtout dans ce match. Maxime Noro, Stéphane. Oui, Maxime Noro, toujours aussi bon offensivement, patient. Son tir de la ligne bleue, jamais très puissant, mais toujours précis. Toujours des tirs pour la déviation, toujours très malin. Regardez, il s'écartait à l'extérieur. Il trouve toujours la ligne de shoot. Il a fait 2 pas à l'extérieur pour battre le gars qui était dans la ligne de shoot. Et le pas qui se rend à la cage avec des joueurs. Fabien l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du hockey de base. L'égalisation partout, Rapperswil, un nouveau venu encore, Jules, qui profite de pouvoir s'avancer et de loger le puck dans la mêlée au bon endroit, Freddy. Ouais, avec un bon travail, puis peut-être une obstruction là sur. Non, je dis peut-être. Moi, j'ai pas assisté à la séance des arbitres. J'ose plus me prononcer. Une obstruction, c'est toujours une obstruction. Une obstruction sur un ailier zurichois qui voulait aller empêcher le lancer, et puis ça a échappé visiblement aux arbitres. Je peux vous dire que les arbitres se sont questionnés sur cette scène-là d'ailleurs, selon mes informations. Ils se sont dit, y avait-il vraiment une obstruction sur Henri Ghetto? Je pense que oui. Yannick Weber profite de la très bonne passe de Patrick Gehring pour permettre à la 35e au ZSC Lions d'essayer d'endiguer les 2 défaites sur lesquelles il campait. Et ce score de 2-1 ne va plus bouger parce qu'en début de 3e période, il va y avoir un petit malencontreux comment on peut dire, événement qui se produit depuis le plafond de la patinoire sagalloise avec une lampe qui a, semble-t-il, explosé, qui est tombée sur la glace. Et les arbitres, Stéphane, tu as un petit peu plus d'informations, ont décidé d'arrêter le match parce qu'il y avait toujours des morceaux de lampe qui menaçaient de tomber sur l'aire de jeu. On a ramassé les premières miettes, mais ensuite, il y avait des morceaux qui pendaient encore puis qui menaçaient de tomber sur les joueurs. Donc, les arbitres n'ont pas voulu prendre de risques, ont mis fin au match pour des raisons techniques. C'est pas la première fois. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois de remettre un match, un Fribourg, un Lausanne-Fribourg à Lausanne, parce qu'ils avaient réduit l'épaisseur de la glace pour que les pubs soient plus... Et puis, il y avait des trous dans la glace. C'était l'année du lockout. Martin Saint-Louis était là. Je me souviens. Et on avait dû quand un événement comme ça arrive, Stéphane, on va dire que c'est hors contexte sportif. Ouais. On rejoue le match. On rejoue le match, normalement, oui. En entier?
S'il y a il y a un règlement qui dit que s'il y a 2 périodes de jouer, le match peut être entériné. Mais je ne sais pas si ça, c'est toujours valable. Mais je pense, logiquement, le match sera rejoué. À la séance des arbitres, ils n'en ont pas parlé. Je posais la question. Je voyais venir. Allez, messieurs, on va récapituler ce qui s'est passé dans cette soirée de National League riche de 6 rencontres ce soir. 5 sont allés au bout. C'est la déroute de Ajoie face à Lugano, 7-2. Le succès tardif de Bienne devant ses partisans, 4-3 en prolongation. Genève Servette qui fait le job face au CP Berne. Rapperswil Zurich, vous venez de comprendre pourquoi le match ne s'est pas terminé. Et le très beau début de saison d'Ambry confirmé à Lille-Fils et Zoug qui prend la mesure de Lausanne. Allez, Puck and Goal touche à sa fin, mais la soirée n'est de loin pas encore terminée. On va juste se mettre bien en place pour notre émission Backcheck le Talk, notre émission de débriefing, de débat. C'est juste après ça. Nous, on revient et on a encore beaucoup de choses à vous dire. À tout de suite.